Le dimanche, un instant caresse, un moment RBS. Alors bonjour chers auditeurs et chères auditrices de RBS 91.9. Aujourd'hui c'est Eric au micro. Alors ça fait très très longtemps que je suis plus revenu au studio. Mais du coup, je suis de retour pour vous parler cette année des émissions du Conseil de la vie interculturelle et citoyenne qui rejoignent les rendez-vous du monde de la caresse et qui vont une fois par mois vous donner des nouvelles de la citoyenneté, de l'interculturalité sur Strasbourg et dans les environs. Voilà. Alors, pour ne pas déroger aux règles que vous connaissez des rendez-vous du monde de la caresse, je vais vous donner quelques informations du monde. On va être assez rapide aujourd'hui pour ne pas manger du temps au Conseil de la vie interculturelle et citoyenne. Et je vais tout de suite vous donner, par exemple, en brève, très brève, il y a une mise en garde de l'ONU contre l'écroulement de l'ordre civil dans la bande de Gaza. Apparemment, l'idée c'est que suite aux intenses bombardements sur la bande de Gaza, l'ONU a appelé les Palestiniens à se rendre dans le sud de la bande et l'enclave, voilà. Ensuite, grande nouvelle à laquelle nous n'avons plus qu'assister et non pas le fêter. Dans le monde aujourd'hui, l'Afrique du Sud est redevenue champion du monde de rugby pour la 4e fois. Je ne sais pas si c'est consécutif ou pas, mais voilà. En Turquie, la Turquie fête les 100 ans de la République turque. Apparemment, l'opposition critique d'Erdogan est vraiment minimaliste, mais beaucoup estiment que Erdogan comment dire, qu'Erdogan est le liquidateur de l'héritage d'Atatürk. Alors Atatürk, c'est la personne quand même qui a construit la République turque après avoir repris le pouvoir sur les personnes qui ont génocidé les Arméniens. Une dernière petite nouvelle, apparemment la pêche artisanale au Sénégal est menacée par les chalutiers qui font du chalutage en profondeur. Donc du coup, une bonne partie de l'économie de ce pays, de la face côtière de ce pays, est menacée par les grosses machines qui détruisent les fonds des océans. Voilà. Donc, du coup, je vais maintenant donner la parole aux membres du CVIC, dont je fais partie. Et donc, du coup, c'est quand même moi qui vais... le CVIC, c'est le Conseil de la vie interculturelle et citoyenne.
Et donc du coup, je vais vous redonner Éric de la Caresse va redonner la parole au Éric du CVIC. Et on va parler de la saisine du Conseil de la vie interculturelle et citoyenne faite par la maire de Strasbourg. Dans cette chanson d'Ayam, L'étranger, on entend cette phrase « Je préférerais être un étranger à l'étranger qu'étranger dans mon propre pays ». C'est pour que tout le monde se sente citoyen où il vit que le CVIC existe à Strasbourg. Être citoyen, citoyenne du monde. Être un citoyen ou une citoyenne dans le monde, où certes les différences existent, mais ne sont pas cause de discrimination, de l'injustice, de la haine. Un monde hospitalier où l'hôte et l'autre se respectent mutuellement, où l'on accueille dignement celles et ceux qui se retrouvent au seuil de notre nation et qui échouent trop souvent sur les trottoirs de nos villes. Comment on accueille les migrants avec respect et dignité? Comment faire mieux? C'est une question que l'on pose au CVIC de Strasbourg. Le CVIC dont nous avons déjà parlé, que nous sollicitons pour nous parler de son travail. Donnons la parole à ses membres pour nous parler de cette saisine. Alors, bonjour, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices, s'il te plaît? Oui, avec plaisir, Eric. Bonjour à toutes et à tous. C'est Nabou, donc Nabou Fall du Conseil de la vie interculturelle et citoyenne. Donc voilà. Voilà. Et du coup, tu peux nous dire en quelques mots ce que c'est que le Conseil de la vie interculturelle et citoyenne, le CVIC? Oui, bien sûr. Anciennement CRE, donc c'était le Conseil des résidents étrangers. Donc qui, après un travail de réflexion et une perspective de refonte aussi, donc dans le but d'ouvrir l'instance à toutes et à tous, est devenu le Conseil de la vie interculturelle et citoyenne. Donc je tiens juste à souligner que le CRE, qui est actuellement le CVIC, était la première instance de démocratie participative de la ville de Strasbourg, qui existe depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Et lors de la dernière mandature du conseil municipal, donc il a été décidé, donc de concert avec nous, anciens membres du conseil des résidents étrangers, de faire évoluer l'instance donc en un conseil de la vie interculturelle et citoyenne qui se veut être en fait beaucoup plus inclusive et beaucoup plus ouverte en fait que l'instance qu'on avait avant, parce qu'en fait quand les gens entendaient parler de conseil des résidents étrangers, ils pensaient que c'était uniquement réservé aux étrangers. Donc voilà, Eric étant avec nous, tu as été avec nous dans l'instance et voilà, tu peux également en témoigner en fait, même si toi en fait étranger et que tu avais compris que c'était une instance ouverte à toutes et à tous. Il y a des gens pour lesquels cette ouverture-là n'était pas évidente. Donc, c'est la raison pour laquelle il a été décidé. Donc, après plusieurs semaines de travail, de réflexion, travail qui a été sanctionné par un livre blanc qui a été de préconisation aussi, qui a été présenté au conseil municipal. Donc, il a été décidé de faire évoluer l'instance en fait en ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Donc, à savoir le Conseil de la vie interculturelle et citoyenne, comme je le disais tantôt, donc qu'on appelle nous CVIC. Voilà. D'accord. Alors, c'est quoi une saisine au sein du CVIC? Alors, je tiens juste à rappeler qu'étant une instance de démocratie participative, le CVIC est un appareil de la ville. Donc, c'est une instance citoyenne, certes, mais c'est la ville qui permet à l'instance d'exister. Donc, autrement dit, nous existons donc au gré du conseil municipal, en fait. Et en tant qu'instance de la ville, en fait, le ou la maire, donc là, en l'occurrence, la maire a décidé de nous saisir. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, nous travaillons au sein de l'instance sur des thématiques en lien avec l'appellation de l'instance, donc à savoir sur la promotion d'une société interculturelle et une ville hospitalière promotrice des droits de l'homme, lutter pour l'égalité des droits et contre les discriminations, ainsi que lutter pour la citoyenneté de résidence. Mais
on lutte également pour créer un espace de plaidoyer pour obtenir le droit de vote et d'éligibilité des résidents étrangers. Donc ça, ce sont les objectifs de l'instance. D'accord. Étant donné que nous sommes une instance de la ville, Oui. La municipalité, en tout cas la maire ou les élus, ont la possibilité de nous saisir en fait sur des thématiques en lien avec les sujets sur lesquels l'instance travaille en fait. Et en ce sens, donc on est amené donc à travailler sur des sujets donc qui peuvent être des saisines ou alors des sujets qu'on a choisis en fait et sur lesquels nous travaillons à travers des groupes projets. Et en fait répondre à ta question me permet également de rappeler qu'en tant qu'instance, nous aussi nous avons le droit d'interpeller la municipalité ou les élus donc sur des thématiques ou des problématiques qui nous interpellent nous en fait en tant que citoyens et sur lesquelles nous en fait en tant qu'instance nous avons besoin de réponses ou d'actions de la part des élus ou autres en fait. Donc voilà, pour répondre à ta question sur la saisine en fait. Donc la municipalité peut nous saisir, nous pouvons saisir les élus, tout comme en fait l'instance peut s'autosaisir aussi d'une thématique bien déterminée ou d'une problématique. Voilà. Et donc ça répond. Si, ça répond à ma question. Je voulais juste préciser aussi que si parmi les auditeurs et les auditrices, il y a des gens qui voudraient s'investir dans le Conseil de la vie interculturelle et citoyenne, comme tu l'as dit, c'est ouvert à tout le monde, à toutes les personnes qui veulent participer. Et vous pouvez vous inscrire et vous informer sur le site strasbourg.eu, le site de l'Eurométropole. Et il y a une page sur le Conseil de la vie interculturelle et citoyenne. Et sur cette page, il y a la possibilité de s'inscrire sur les listes, de voir ce qui est fait, de lire les comptes rendus des réunions qu'on a eues jusqu'à maintenant et tout le fonctionnement du CVIC. Voilà. Exact. Et justement, en fait, Eric, j'aimerais juste ajouter que, en fait, aujourd'hui, au sein de l'instance, il y a 3 groupes projets, dont le groupe culture, donc qui travaille énormément avec les musées alsaciens et autres, le groupe communication qui en fait s'occupe de cette émission de radio, voilà, qui s'occupe de toute la partie communication et la mise en avant des actions et projets de l'instance. Et il y a le groupe qui travaille également sur une saisine, donc qui était d'une saisine de la mer en fait de cette année. Donc on a 3 groupes projets et que les gens en fait peuvent s'investir librement donc dans le groupe projet de leur choix en fait. Donc ça peut être le groupe communication, le groupe culture ou le groupe saisine en fait. Voilà. Donc du coup, d'où vient cette saisine et quel est son intitulé? Alors cette saisine nous vient de la maire, donc de la maire de Strasbourg, qui nous demande de travailler sur la thématique suivante. Donc je cite: du centre de préaccueil jusqu'à l'installation et l'insertion, comment améliorer l'accueil et l'hospitalité à Strasbourg. Voilà. Donc le groupe saisine dont je parlais tout à l'heure travaille en fait sur ce sujet-là, donc qui nous a été soumis par la maire. Et voilà. Donc nous sommes un groupe constitué de bénévoles, donc de catégories professionnelles diverses et variées, donc des gens que ce sujet-là en fait intéresse et interpelle et qui ont décidé de s'investir en fait en vue de pouvoir y répondre et proposer des préconisations en fait à ce sujet. D'accord. Faut peut-être préciser parce qu'il y a aussi quand même un contexte général qui lie Strasbourg vraiment à cette question. Ne serait-ce que la coprésidence de Madame Barzéguian à l'Association nationale des villes accueillantes. Oui, bien sûr. Oui, Strasbourg fait partie de cette instance-là et il faut également rappeler qu'en fait Strasbourg est une ville hospitalière et que dernièrement on a eu à faire face à des campements qui s'étaient installés en face de l'hôtel de ville et qui ont été déguerpis aujourd'hui. Je pense que ces campements n'existent plus. Je sais pas. En tout cas, j'ai pas vu d'informations, mais je pense qu'en fait, ces campements ont été déguerpis. Mais c'est vrai qu'ils ont permis de montrer un peu la situation de beaucoup de personnes et donc beaucoup d'étrangers à Strasbourg qui n'ont ni logement ni solution pour s'intégrer, quoi.
Exactement, exactement. Du coup, est-ce que tu as trouvé ce travail très enrichissant et en quoi il a été enrichissant? Oui, ce travail a été très très enrichissant dans le sens où, en fait, c'est une thématique que j'ai jamais traitée. Mm-hmm. Donc, et du coup, en fait, participer à ce groupe a été pour moi en fait l'occasion de travailler avec des gens en fait qui, d'horizons divers et variés, ont pu en fait avancer sur cette thématique avec l'aide d'un prestataire, donc Manamana, qui nous a énormément aidé dans la facilitation, dans comment dire en fait, dans la formulation de nos idées et autres. Et enrichissant dans le sens où en fait ça nous a permis aussi de voir tous les dispositifs que la ville met en place, tout ce qui existe aujourd'hui à Strasbourg, toutes les associations et ces acteurs-là en fait qui travaillent autour de cette thématique. Et ça m'a également permis en fait de rencontrer des gens en fait d'horizons comme dit en fait différents et qui en fait ont une sensibilité pour ce sujet-là en fait et de pouvoir m'enrichir au contact de ces gens-là, donc de ces acteurs, ces associations et aussi à travers les dispositifs et toute la documentation qu'on a eu à utiliser, en fait me rendre compte de tout ce qui existe aujourd'hui et aussi pouvoir apporter ma pierre à l'édifice en fait, donc pour aider à améliorer, en tout cas faire partie de ces gens-là qui vont proposer des pistes pour améliorer la situation de ces gens qui font face à ces problématiques de logement, de précarité liées à cela et tout ce qui tourne autour de ça en fait. D'accord. Alors, quels sont les moyens à votre disposition pour répondre à la saisine? Quelles difficultés rencontrer s'il y en avait et quels sont les leviers qui sont à votre portée pour répondre à cette demande de la municipalité? Alors, en termes de moyens, alors en fait, étant donné qu'on est une instance de la ville, on a tous les moyens en fait. Donc, on a les moyens financiers, on a la logistique qu'il fallait derrière. Et comme dit, en fait, la ville a mis à notre disposition une association. Je ne sais pas si c'est une association ou juste un prestataire, en fait. En tout cas, qui nous a accompagnés dans ce travail-là. Et on a également utilisé un questionnaire. Donc, dans les moyens, je peux citer ce questionnaire-là que nous, en fait, nous avons mis en place au sein du groupe. Oui. Et qu'on a utilisé au contact de ces publics-là qui sont nos cibles pour répondre à la saisine qui nous a été soumise. Et donc voilà, en fait, donc il y avait le prestataire, donc des moyens humains, logistiques et financiers, en fait. Donc, on a tout ce qu'il fallait. Et puis on avait la direction de la participation citoyenne qui nous a énormément aidé aussi dans l'organisation des réunions, la location des salles, et puis nous ont beaucoup aidé aussi sur pas mal de choses. Et en termes de difficultés, ce que je pourrais citer, c'est comment dire, le besoin de confidentialité que ces publics-là cibles ont besoin, étant donné que ils sont dans une situation précaire. Donc ils ont peur en fait. Leur précarité est source de peur parce qu'ils se disent que si jamais on dévoile notre identité, étant donné que parfois c'est des sans-papiers, donc ils se disent si on dévoile l'identité, ça peut poser problème ou ça peut nous retomber dessus. Donc voilà, donc fallait qu'on les rassure et qu'on s'assure que leur réponse resterait confidentielle. Et il y avait également la difficulté de trouver un créneau propice. Donc pour nous, en tout cas les bénévoles de l'instance investis autour de cette saisine. Et en fait, fallait que les créneaux qu'on trouvait soient propices et pour nous
et pour les gens qu'on questionnait. Parce qu'en fait, il fallait aller retrouver ce public-là à des endroits stratégiques, donc auprès des maraudes, dans certaines associations, ou en tout cas, c'était des endroits bien ciblés. Et pour y aller, il fallait choisir des créneaux spécifiques pour pouvoir les avoir, sinon on les loupe. Et puis après, c'est difficile de savoir où ils sont, en fait, étant donné qu'ils sont sans logement. Donc, c'était très compliqué. Donc, de se dire, ils habitent là, parce qu'on ne sait pas. Donc, on devait juste passer par les centres socioculturels, passer par les acteurs qui les connaissent bien et qui les aident. Donc, c'est les maraudes et autres. Mm-hmm. Et voilà, je peux dire qu'aujourd'hui, en fait, toute la difficulté était liée à cela. Et puis voilà, en fait, Eric, toi aussi, tu étais dans le groupe avec nous et je pense que tu as eu à te confronter à ces difficultés-là. Donc, si jamais j'en oublie, je pense que tu peux compléter aussi. Oui, bon, après, moi, je pense aussi à tout ce qui est méthodologie. On utilisait quasiment la méthodologie des enquêtes sociologiques. Et c'est un outil que peu d'entre nous, voire même aucun d'entre nous ne maîtrisait, qu'on a dû aussi apprendre à réfléchir. Au moins, on a été bien accompagné pour penser les questions, mais c'est vrai que c'est un outil qu'on a dû découvrir et apprendre à maîtriser autant que faire se peut, quoi. Bien, effectivement, oui. Du coup, où est-ce qu'on en est aujourd'hui et qu'est-ce qui reste à faire? Et pour compléter ça, quels sont les besoins pour continuer à faire ce travail? Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On a, ce que je peux dire, c'est qu'en fait, on a pu collecter pas mal de data. Mm-hmm. On a pu avoir énormément de réponses sur pour le questionnaire. Et des pistes de préconisation se dessinent de plus en plus, en fait, certaines très évidentes et d'autres qui se confirment en fait au fil des échanges qu'on a nous à travers nos travaux de réflexion. Mm-hmm. Et ce qui reste aujourd'hui, c'est surtout en fait une rencontre avec les acteurs. Donc certaines associations qu'on a ciblées, certaines maraudes qu'on a ciblées et certaines structures aussi, travaillant directement avec ce type de public qui sont nos cibles, qu'on doit rencontrer pour discuter du travail qui a été fait jusqu'ici, partager avec eux les pistes de préconisation que nous avons aujourd'hui et qui se dessinent clairement, et voir avec eux ce qu'ils en pensent, et puis peut-être qu'en fait, ils peuvent nous apporter de la matière supplémentaire, tout comme ils peuvent nous dire, ce que vous dites là, en fait, ils peuvent nous conforter dans la position actuelle des choses, ou alors nous dire, il vous faut un peu plus de matière, il faut retourner sur le terrain ou autre. En tout cas, nous pensons que cette rencontre avec ces acteurs-là est cruciale à ce stade du travail. Donc, justement, pour échanger, et puis avancer en fait sur le sujet. Et la rencontre est prévue pour court en novembre, donc ce sera très décisif. Ouais. Ça permettra peut-être aussi de mettre le doigt sur des éléments qu'on n'a pas vus. Exactement. Et je pense aussi que ce serait peut-être bien que s'il y a des auditeurs et des auditrices qui connaissent un peu la thématique, peut-être nous apporter leurs connaissances et leur cerveau pour l'analyse de ces données. Parce que ça non plus, c'est un travail qui n'est pas évident et pour lequel on n'est pas formé non plus. Effectivement. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que cette expérience t'a apporté toi ou aux personnes du groupe? Je pense que j'ai déjà répondu à la question. Oui. C'est justement en fait... c'est une expérience assez riche dans le sens où en fait ça m'a permis de travailler sur cette thématique-là qui était complètement nouvelle pour moi. Donc de travailler avec des gens en fait qui s'y connaissent donc à travers leurs activités bénévoles ou alors professionnelles. De rencontrer des acteurs qui travaillent souvent au contact de ce public-là en fait méconnu mais existant.
en tout cas, ou pas dire méconnus parce qu'on les connaît, mais cachés, mais existants. Et puis, justement, en fait, m'enrichir, moi, personnellement, en fait, à travers toute la documentation et à travers, en fait, tout le travail qui a été fait, et puis me nourrir des dispositifs existants aussi, parce que demain, ça peut aider. Par exemple, nous sommes dans des associations étudiantes, par exemple. Et parfois, ces étudiants-là font face aux problèmes que le public qu'on vise, nous, fait face. C'est-à-dire, ils n'ont pas de logement. Donc, il y a une pénurie de logements à Strasbourg qui est assez complexe. Et le fait de connaître les dispositifs existants nous permettra, nous, en fait, bénévoles et acteurs du terrain, de se dire, demain, si jamais, en fait, on rencontre ce genre de situation, en tout cas à l'avenir, si la situation se présente, de se dire, tel dispositif ou telle autre action existe dans la ville et on peut y orienter, en fait, nos cibles. Donc, le fait d'avoir travaillé sur ces thématiques-là m'a permis, en fait, d'avoir parfaite connaissance de tout ça. Et ça n'a pas de prix et c'est très, 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 très important. Et à travers les ateliers et les travaux que nous avons faits avec tous les membres du groupe, que je remercie au passage, j'ai pu apprendre énormément de choses. Énormément de choses. Donc voilà, c'est une expérience très, très enrichissante. D'accord. Tu as parlé tout à l'heure de pistes pour répondre à la saisine. Est-ce qu'on peut spolier, nous deux, peut-être? Je sais pas si on a le droit. En tout cas, parler de certaines difficultés que rencontre le public qu'on a déjà repéré. Je te laisse y aller. Tu peux en partager deux. Moi, je pensais, on a de toute façon évoqué à demi-mot la question du logement, du fait d'avoir une adresse. Mais il y a aussi, après, autre chose qui semble évident, c'est la difficulté d'accéder à de la nourriture ou même au minimum nécessaire, ne serait-ce que pour faire les démarches. Étant donné que une bonne partie des démarches sont des démarches matérialisées, quand on est à la rue, c'est déjà tellement difficile de se trouver à manger que de trouver un appareil connecté pour faire les démarches dématérialisées, c'est encore plus compliqué, quoi. Bien sûr, oui. En tout cas, en fait, je pense que ce travail-là, en fait, a permis de mettre en lumière plein de difficultés qui, pour nous, n'en étaient pas une. Et ça nous a permis, en fait, de se dire que oui, il y a des gens qui galèrent pour avoir accès à Internet. Il y a des gens qui galèrent pour pouvoir se doucher tous les matins parce qu'ils n'ont pas de logement. Il y a des gens qui, quand ils viennent à Strasbourg, ne savent pas, en fait, où donner de la tête parce qu'ils se disent, qu'est-ce que je dois faire quand j'arrive dans la ville? En fait, ils n'ont pas de guichet d'accueil. Il n'y a pas de guichet unique à Strasbourg. Par exemple, pour le primo-arrivant, quand tu n'as pas de connaissances, quand tu n'as pas d'amis, pas de famille, c'est un parcours du combattant parce qu'en fait, la personne ne sait pas par où commencer son parcours. Oui, parce que... donc ça... Oui, pardon. Parce que même s'il y a des associations qui sont là pour accompagner les personnes, pour expliquer le parcours, il faut aussi déjà trouver ces associations, savoir qu'elles existent. Exactement. Et une des préconisations, c'est aussi de mettre en place un guide du primo-arrivant ou quelque chose comme ça, en fait, qui serait peut-être disponible à des endroits stratégiques tels que les gares, les aéroports, auprès de certaines structures qui font dans l'accueil et qui aident les primo-arrivants. Par exemple, en fait, c'est des idées. Après, l'échange qu'on aura avec la plupart de ces acteurs-là en novembre pourra être décisif parce qu'en fait, ça pourra confirmer ou infirmer en fait certaines préconisations sur lesquelles nous en fait nous allons actuellement. D'accord. Est-ce que tu as une anecdote peut-être à nous raconter, quelque chose qui t'a marqué et que tu aimerais bien partager avec pendant toute cette démarche et que tu aimerais bien partager avec nos auditeurs et nos auditrices? Non, honnêtement, non, j'en ai pas. J'en ai pas. Peut-être que toi, tu en as parce qu'on était, Eric, il est
multicasquette. Donc, il est dans les 3 groupes de l'instance et il est très, très dynamique, très, très investi. Donc, moi, je te renvoie la question. Vu que moi, j'en ai pas, peut-être que toi, tu as une anecdote à Moi, partager. il y a une rencontre qui m'a bien marqué. C'était la rencontre qu'on avait fait avec Madame Sojic, qui est la responsable du groupe de la direction sanitaire de l'aide sanitaire et sociale, qui nous a expliqué un peu tout le travail qu'elle avait déjà fait de repérage des associations, de toutes les actions qui étaient mises en œuvre, enfin de tout ça, où c'était elle nous a montré des schémas, des graphiques, des tableaux où elle a rassemblé toutes ces données-là, et j'ai trouvé ce travail vraiment très très impressionnant, et j'aimerais bien pouvoir aussi une fois à l'occasion remettre un peu la main dessus pour voir un peu tout ce qui se fait, tout ce qui existe à Strasbourg. Je suis pas sûr qu'elle ait pu tout avoir, mais vu la masse de données et d'informations qu'elle nous a présenté ce jour-là, je pense qu'elle a bien fait le tour de ce travail-là. Bien sûr. Effectivement. Voilà. Un petit mot de la fin? Oui, c'était un plaisir de répondre à tes questions, Eric. Encore une fois, merci à tous les membres du groupe Césine. Donc, Eric en fait partie et tous ces bénévoles-là qui s'investissent et qui se donnent pour qu'on puisse arriver à un résultat satisfaisant qui pourra être présenté à la mer, donc bientôt. Et puis merci à tes auditrices et auditeurs. Bien, merci à toi. Merci beaucoup, Eric. Un étranger à Paris est une chanson métisse de Tikenja Fakoly et de Sting. Celle-ci nous parle de ce que c'est que d'être étranger dans une ville que l'on ne connaît pas et qui ne nous reconnaît pas. Pierre partage avec nous une nouvelle perspective de ce que doit être l'accueil à Strasbourg. Bonjour Pierre, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices, s'il te plaît? Oui, Pierre, je suis militant à la CIMAD, mais aussi membre de l'ASTU et de l'ORIV. Voilà. Et depuis les origines, j'ai été membre du Conseil des résidents étrangers, puis du Conseil consultatif des résidents étrangers, puis de l'ébauche du CVIC. D'accord. Alors, en quelques mots, c'est quoi le CVIC pour toi et puis même de manière générale? Le CVIC, c'est une commission de démocratie participative qui est en train d'essayer de trouver ses marques pour donner une voix à ceux qui n'ont pas les moyens de voter pour l'instant, c'est-à-dire les étrangers non européens, et aussi pour essayer de permettre d'améliorer ou de donner des avis pour une ville interculturelle et citoyenne, c'est-à-dire que chacun avec sa raison contribue à l'intérêt général, et interculturelle qui prennent en compte la diversité des habitants, qui ont des origines diverses, qui ont des métiers divers, qui ont des convictions religieuses diverses, qui ont voilà. Donc c'est cela que devrait contribuer à améliorer dans la ville le Conseil de la vie interculturelle et citoyenne. D'accord. Qu'est-ce que c'est qu'une saisine au sein du CVIC? Alors une saisine, il peut y en avoir de deux types. L'une qui pourrait être la question que posent les membres du CVIC à la municipalité en attendant une réponse. Et l'autre, la saisine dont il est question en ce moment, c'est une question que pose le maire et la maire, une municipalité,
au Conseil de la vie interculturelle et citoyenne pour suggérer des propositions à faire au conseil municipal. D'accord. Alors, d'où nous vient cette saisine et de mémoire, quel est son intitulé? Alors l'intitulé de la saisine, c'est comment faire en sorte que de l'arrivée à l'intégration, enfin à une intégration réelle, comment mieux accueillir et accompagner alors les hommes isolés. Hein, au départ, c'était les étrangers, et puis on s'est aperçu que ce serait plutôt autour des hommes isolés qui arrivent à Strasbourg et qui se trouvent à Strasbourg. Ok. Et qu'est-ce que tu as trouvé d'enrichissant dans ce travail? Enfin, déjà, quelle forme ça a pris? Et qu'est-ce qui était pour toi enrichissant dans ce travail? Pour l'instant, on a un peu élaboré un questionnaire à poser à un certain nombre de personnes. Donc, c'était déjà un moment de discussion intéressante parce que on voit. D'une part, il y a pas mal de choses qui se font déjà dans la ville, hein, puisque la ville a élaboré un manifeste de la ville accueillante, déjà dans la municipalité précédente, mais l'a confirmé. La ville est membre de l'Envita et Madame la maire est coprésidente de l'Envita, donc l'Association nationale des villes et territoires accueillants. Donc il y a déjà pas mal de choses qui se font, mais on essaye d'affiner un petit peu les choses et de voir ce qui pourrait encore être amélioré, notamment par rapport aux personnes, les hommes isolés. On s'aperçoit que jusqu'à présent, disons, les femmes et les enfants sont mieux pris en charge, mais qu'il y a un certain nombre d'hommes, souvent jeunes, isolés, et qu'il est sans doute nécessaire d'accompagner, et à propos desquels on va essayer, après les avoir interviewés, voir un petit peu ce qui manque encore et quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés, et pour faire des propositions sur le fait pour que la ville puisse éventuellement améliorer cet accueil. Juste une question. Quelles sont les choses que la ville de Strasbourg fait déjà pour un meilleur accueil des étrangers? Il y a déjà un réseau d'assistance sociale. Il y a un certain nombre d'informations qui sont données aux étrangers par des papiers en différentes langues, mais aussi par une application qui s'appelle, le nom m'échappe, mais enfin qui permet de trouver des informations sur les différentes ressources possibles, que ce soit sociales, que ce soit d'hébergement. C'est le Soliguide, Voilà, le Soliguide, oui. D'accord. Voilà. Donc il y a déjà pas mal de choses. Il y a aussi un lieu intéressant qui s'appelle la Trêve, T-Rêve, hein, T' rêve, qui est un lieu d'accueil inconditionnel pour les personnes, alors qui est un lieu pour l'instant provisoire, mais dont on peut espérer que le principe sera pérennisé, même si ce ne sera pas toujours le même lieu. Actuellement, c'est un lieu qui doit être dédié à autre chose, mais c'était prévu au départ. Mais c'est un lieu tout à fait intéressant parce que il permet un accueil inconditionnel avec un certain nombre de services comme une bagagerie, comme des douches, des salles de repos, un bar, enfin un lieu de voilà, et des personnes disposées à rencontrer, disposant d'un certain nombre d'informations et capables d'orienter aussi les personnes qui viennent vers des services, que ce soit des associations ou des institutions plus à même de répondre aux questions. D'accord. Encore une autre question, parce qu'on parle de l'accueil des étrangers, mais est-ce qu'on a la possibilité aussi, parce que c'est l'accueil des étrangers, il y a aussi
tout ce qui est papier et compagnie, ça c'est plutôt des ressources de l'État. Est-ce que la ville de Strasbourg a des moyens pour améliorer ou faire en sorte que ça se passe mieux pour les étrangers? C'est-à-dire que les papiers des disons, la situation administrative des étrangers dépend de l'État et notamment de la préfecture. Et c'est donc le service des étrangers de la préfecture qui est chargé de cela. Ce n'est pas la prérogative de la ville. Voilà. Donc la ville n'intervient pas. La ville peut éventuellement, les assistantes sociales et les services sociaux peuvent donner des éléments d'information, mais c'est l'État qui en est responsable. Voilà. Il y a aussi des associations qui font de l'accompagnement aux personnes pour examiner avec eux leur situation afin de trouver les éléments les plus déterminants pour arriver à un titre de séjour. D'accord. Alors, quels sont... c'est d'autant plus compliqué qu'une grande partie du traitement des dossiers est actuellement dématérialisée. Et bon, comme les étrangers ne maîtrisent pas toujours le langage administratif et le langage ou la pratique informatique, voilà, il y a là des difficultés supplémentaires. Sans compter que quand on est en situation précaire, accéder à un ordinateur ou à un moyen de se connecter, c'est pas évident non plus. Voilà. Du coup, on va revenir un peu à la saisine. Alors, quels sont vos moyens pour répondre à cette saisine? Quelles sont les difficultés rencontrées? Quels sont les leviers à votre portée? Bon, pour l'instant, on a commencé à interviewer un certain nombre de personnes présentes à Strasbourg, donc d'hommes, la plupart du temps jeunes, présents à Strasbourg et pour leur demander au fond comment s'est fait leur arrivée, quels ont été leurs contacts, quelles ont été leurs difficultés, quels ont été les lieux où ils ont pu se retrouver, ou s'ils ont manqué, enfin ce qu'ils auraient souhaité avoir et quelle est, en fonction de leur situation actuelle, quels sont leurs besoins. D'accord. Et du coup, quelles difficultés et quels sont les leviers? Alors, ce qu'on constate actuellement, c'est que bien souvent, lorsque quelqu'un arrive, il a déjà un contact sur un choix. Certains sont arrivés comme étudiants. Alors là, il y a une situation qui est relativement facile. D'autres sont arrivés d'une manière ou d'une autre et on trouvait souvent avec des personnes qui sont de la même nationalité ou originaires de la même nationalité qu'eux, parce qu'il y a quelquefois des gens qui sont devenus français et qui gardent des contacts avec et qui sont accueillants avec des gens qui viennent de leur nationalité d'origine. Ça c'est un élément. Voilà. Donc ça c'est les premiers contacts. Le grand souci, c'est l'hébergement. Et là aussi, l'hébergement, c'est de la responsabilité, en principe, de l'État, et puis de trouver des solutions. Enfin, tout dépend. Enfin, tout dépend parce qu'il y a des personnes qui arrivent, qui ont un minimum de moyens, ou qui sont accueillis, ou qui ont fait une demande préalable de regroupement familial et qui se retrouvent déjà dans des situations. Alors, il y a effectivement des personnes en grande difficulté parce qu'elles n'ont pas tous les réseaux et les connaissances nécessaires et qui se trouvent sans hébergement. L'hébergement d'urgence est donc en principe de la responsabilité de l'État, et on sait qu'il y a pas mal de personnes à la rue, ce qui donne lieu
un certain nombre de campements qu'on voit périodiquement à Strasbourg, qui sont régulièrement démantelés et régulièrement se reconstituent dans un autre lieu de la ville. Donc ça, c'est sans doute l'hébergement qui constitue, d'après, pour les personnes en tout cas que nous avons rencontrées jusqu'à présent, dans l'échantillon que nous avons interrogé, c'est l'hébergement qui, à un moment ou à un autre de leur itinéraire, est la plus grosse difficulté. Et là-dessus, la ville a déjà fait de gros efforts, en proposant, en ouvrant 500 ou plus même places d'hébergement supplémentaires par rapport à ce qu'il y avait, mais pour l'instant, il y a toujours un certain nombre de personnes à la rue, parmi lesquelles un nombre important d'étrangers. Et pas toujours en situation irrégulière, hein. C'est pas la question de la situation irrégulière. Il y a des demandeurs d'asile, par exemple, qui sont pas logés, quand ils sont isolés en tout cas, et vous avez des personnes, voilà. Donc là, c'est le problème majeur. D'accord. Oui, je voulais juste préciser que pour tout ce qui est hébergement d'urgence, c'est pas uniquement l'hébergement d'urgence pour les étrangers qui est une mission de l'État, c'est l'hébergement d'urgence pour toutes les personnes qui sont à la rue, qui sont de nationalité française ou pas, qui ont une mission de l'État. C'est un point plus général dans lequel eux, ils se retrouvent dans des difficultés tout à fait particulières. Alors, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et qu'est-ce qui reste à faire ? Je pense qu'il reste encore un certain nombre d'interviews à faire, hein, et puis à essayer d'élaborer, de voir en fonction de ce qui existe et de proposer des propositions. D'accord. Et d'élaborer des propositions. Quels sont vos besoins pour continuer ? Je crois qu'il faudra encore trouver les moyens de faire quelques interviews. On n'a pas tous le temps de le faire. Et voilà. Peut-être trouver des personnes pour les faire aussi, non ? On verra. On peut lancer ça comme un appel à nos auditeurs et nos auditrices pour voir qui voudraient le faire. Il faut préciser que les questionnaires sont déjà faits, sont déjà élaborés, qu'il reste juste à faire les rencontres. Voilà. Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté dans un cadre général ? C'est une expérience intéressante. Ça permet de rencontrer des gens et ça permet d'avoir aussi des contacts avec les institutions. Ok. On a déjà partiellement répondu, mais est-ce que vous avez des pistes pour répondre à cette saisine et lesquelles, si on peut en parler déjà ? Non, pas encore. J'ai parlé de l'hébergement, hein, mais disons du logement. Mais autrement, il faudra élaborer encore à partir d'un nombre un peu plus important d'interviews. D'accord. Du coup, est-ce que tu as une anecdote à raconter pour expliquer un peu la démarche, pour donner un peu envie aux gens de venir s'investir avec nous ? Je crois que ce qui est intéressant dans ces entretiens qu'on a avec les personnes qui sont là depuis plus ou moins longtemps, c'est qu'ils ont des histoires tout à fait individuelles, tout à fait et des anecdotes ou des moments de vie ou des réflexions qui sont tout à fait intéressantes, voire inattendues. Et je crois que c'est des rencontres tout à fait intéressantes. Un exemple de réflexion, un exemple d'inattendu, peut-être ? De quelqu'un qui dit, moi j'ai un métier, puis je suis venu parce que je voulais faire ce métier, et puis finalement je le fais, et puis voilà ce qui me plaît. Mais dans un cas tout à fait, et qui a l'air tout à fait content, alors qu'il est probablement dans une situation complexe, mais en tout cas, il y a aussi des gens qui ont l'air à peu près contents. D'accord. Un petit mot de la fin pour conclure ?
bon, voilà, le travail continue, enfin l'enquête continue et on espère qu'elle aboutira à des propositions concrètes. C'est une question que l'on me pose. Comment répondre à cette question? Ces vers chantés par Awali nous renvoient à ce mystère. Comment on répond à une question? À l'instinct? Avec force de détail? Par un vague geste? Il faut plus de méthode et plus d'énergie qu'on ne l'imagine pour le faire. Il en est de même pour répondre à une saisine et Marcelin va lever pour nous le rideau et révéler les coulisses pour ce travail du CVIC. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices, s'il te plaît? Oui, bonjour, donc moi c'est Marcelin Grandjean. Je fais partie de la coopérative Manamana, donc une coopérative qui trouve ses origines à l'université où on a mené une formation sans prof ni cours, une formation à l'entrepreneuriat où les jeunes apprennent en faisant, en fait, apprennent en créant leur propre entreprise. Voilà, ils vont chercher les apprentissages en fonction de leur véhicule, donc ça retourne un peu les modèles pédagogiques. Et donc avec Manamana, on a été appelé, demandé pour accompagner des organisations, pour accompagner d'autres universités pour mettre en place ce modèle. Par extension, on a été aussi appelé par des collectivités à répondre à des appels d'offres quand il s'agissait de faire dialoguer des groupes. Alors ça peut aller sur des petits groupes 5-6 personnes à des groupes de 180 personnes dans le monde, notamment de l'urbanisme. Et après, que ce soit des citoyens, des élus, des professionnels, on est amené à faire dialoguer une bonne diversité de personnes. En tout cas, ce qui nous rassemble chez Manamana, c'est le dialogue. C'est qu'est-ce qui facilite le dialogue entre des personnes, quoi. D'accord. Voilà un peu d'où je viens. Ok. Du coup, quel a été votre rôle dans le groupe de saisine? Alors, dans le groupe de saisine, nous, on a répondu à un appel d'offres qui a été lancé par la direction de la participation citoyenne, qui cherchait une structure pour accompagner le groupe saisine au sein du CVIC. Et donc, nous, notre rôle, il est vraiment sur la méthode, en fait. Vraiment accompagner le groupe à cheminer, à dialoguer, à ouvrir. Alors, quand on a répondu, nous, on avait proposé un déroulé qu'on a proposé aux participants, que les participants ont validé, avec dans l'idée d'avoir un processus qui permette à la fois d'aller à la rencontre, de monter en expertise, de rencontrer des personnes expertes du domaine. On a rencontré plusieurs personnes. On a rencontré aussi des élus pour permettre on a fait rencontrer les élus et le groupe pour faire préciser la demande des élus. Et puis ensuite, on a accompagné à l'émergence d'un questionnaire pour aller voir les personnes en situation de migration, pour pouvoir les faire parler sur leur accueil, comment s'est passé leur accueil sur le territoire strasbourgeois, et pour pouvoir maintenant commencer à aller vers les préconisations. Donc le groupe en est là à l'état où il a questionné une quinzaine, je crois 18 personnes. Et donc maintenant, on est en train c'était l'objet de la dernière rencontre, c'est vraiment de prendre le résultat, des entretiens, et puis de faire émerger des premières préconisations. Et là, le souhait du groupe sur la dernière rencontre, c'était de confronter ces premières préconisations aux associations qui accompagnent, qui sont en contact des migrants, pour voir pour tester la cohérence des préconisations et pour nourrir la réflexion. Donc nous, on est vraiment plus sur une action de méthode, en fait, de processus. Alors, on n'intervient pas sur le contenu, sinon on n'est pas des experts, et c'est toujours dans notre pratique, en fait,
on est un peu le tiers neutre, quoi. On n'est pas la collectivité, on n'est pas des citoyens. Enfin, on est des citoyens, mais pas pour ce sujet-là, en tout cas. Donc, on est vraiment sur la méthode. Et puis, cette méthode, on la teste, on la valide avec le panel au fur et à mesure, quoi. Typiquement, confronter les préconisations à d'autres associations, c'était pas quelque chose qu'on avait prévu dans notre proposition initiale. Et donc voilà, on a suivi le panel dans sa demande pour le mettre en œuvre, quoi. Donc là, la prochaine rencontre, on rencontre des structures qui accompagnent les migrants, quoi. D'accord. En parlant de méthodes, quelles sont, on peut peut-être rentrer un peu dans le détail des méthodes et des ateliers, parce que quelles sont les méthodes sur lesquelles vous basez? Alors nous, on va se baser surtout sur des méthodes d'intelligence collective, c'est-à-dire comment faire pour que les gens participent et expriment leur voix, en fait. Ce qui nous importe, c'est surtout ça, c'est surtout que chacun puisse contribuer à la réflexion. Puisqu'on on a autant d'idées qu'il y a de cerveaux autour de la table. Donc, on va déployer des méthodes plutôt participatives. Nous, forcément, c'est beaucoup autour du dialogue, donc des méthodes, on cherche à faire simple, en fait, et pas être souvent dans l'intelligence collective, il peut y avoir des méthodes assez complexes, basées sur un outil. Alors que nous, on va plutôt être basé sur du dialogue et puis être vigilant dans notre façon de faciliter un peu aux règles, à quelques principes clés, quoi, comme essayer de partir de faits, d'écouter l'autre, que chacun s'exprime. On est plutôt là-dessus. Moi, à titre personnel, j'ai une casquette de médiateur, donc de gestion de conflit. Donc, ce qui m'apporte beaucoup, c'est que chacun puisse s'exprimer, que chacun puisse entendre et être entendu. Avec ce double mouvement, en fait. Voilà un peu les méthodes qu'on utilise, quoi. D'accord. Et du coup, il y a beaucoup de différences entre accompagner un groupe de citoyens et puis accompagner des entreprises dans leurs projets? Oui, il peut y avoir des différences, et encore, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes si on enlève les casquettes, en fait. Si on voit des personnes comme des êtres humains en face de nous qui ont des choses à dire, je pense qu'on retrouve à chaque fois les mêmes patterns, quoi. Des gens qui ont besoin d'être entendus, des gens qui ont besoin de parler. Après, la différence qu'il peut y avoir, c'est l'appropriation du sujet. Dans une organisation, il y a peut-être un enjeu financier qui amène une pression supplémentaire, alors qu'un panel citoyen, c'est la base du volontariat souvent. Les gens sont là, c'est sur leur temps libre, donc ça change un peu la philosophie, l'approche, et pour moi, ça augmente l'exigence, en tout cas. Parce que dans ma tête, c'est des gens qui sont là sur leur temps libre, en fait. Donc, chaque minute, chaque seconde consacrée au sujet, il faut l'exploiter. Il faut que les gens sortent de la rencontre en disant on a réalisé quelque chose, on a pu dialoguer, on a pu créer quelque chose. Donc pour moi, la différence, elle est surtout à ce niveau-là, c'est le niveau d'implication, quoi. En entreprise, on a plus souvent des gens qui sont là, un peu forcés d'être là, donc qui vont pas contribuer, ou bien il y a des jeux de pouvoir entre des dirigeants et des... une des dernières que j'ai fait, il y avait vraiment une grosse médiation dans une entreprise qui voulait revoir ces modes de prime avec les salariés. On a fait surtout les salariés, et là, je me suis confronté au jeu entre la section syndicale et puis la direction. Avec la section syndicale qui avait clairement un enjeu, c'était d'avoir la tête du patron. Donc, on est rentré dans des choses assez, pour moi, qui étaient assez violentes, quoi. Donc, on demandait beaucoup plus de temps. Donc, il y a parfois des jeux de pouvoir qu'on retrouve pas forcément dans les panels citoyens. D'accord. Non, parce que je me demandais si le fait que dans les panels citoyens, c'est souvent plus militant, si ça posait d'autres difficultés aussi, quoi.
pour moi, ça change dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a plus d'authenticité, ou des gens qui sont plus, voilà, qui sont plus clairs avec leurs besoins, comme là dans le groupe Céline, quoi. Je trouve que c'est ce qui met pour moi qui peut me mettre la barre haute, moi, dans mon système de pression individuelle, quoi. Ouais. Voilà, en face de moi, il y a des gens qui connaissent le sujet, qui sont, donc au début, c'était pour moi pas forcément évident, parce que je me posais clairement la question de ma légitimité. Parce que je me dis, voilà, ces gens, ils connaissent le sujet, qu'est-ce que je vais leur apporter? Mais après, une fois que je me redis, non, moi, je suis là pour le processus et pour permettre l'avancée du groupe. Et après, je vais pas sur leur champ de leur expertise. Et au contraire, ça me passionne. Et moi, et là, d'entendre les récits, ça me touche aussi, moi, en tant que citoyen, en tant que moi militant, en tant que moi, ça me renvoie. Je sais qu'à la dernière rencontre, m'a reconfronté à ça. Voilà. Donc, je suis militant, dans quel domaine, voilà, quand je vois les préoccupations des participants et leur sensibilité au sujet, surtout de la migration, quoi. Oui, en plus, c'est un sujet qui devient de plus en plus compliqué à aborder. Cette question qui va être vraiment le sujet. Voilà, on a beau vouloir dans les pays d'Europe se protéger des barrières physiques ou des barrières numériques. On va être confronté à des flux de plus en plus importants. Donc la question de l'accueil, du droit au sol, pour moi, ça va tout questionner. Et ça va aussi radicaliser, je pense, de plus en plus, mais c'est ce qu'on voit déjà, quoi. Des postures, quoi. Alors moi, dans ma culture, j'ai toujours été dans la culture de l'accueil, dans la famille, parce que je suis né dans une grande famille, quoi. Et la question de l'accueil était là, quoi. Et moi, ça me touche, parce que je trouve que ça, c'est un enjeu de société majeur, quoi. Il y a une des conséquences immédiates du réchauffement climatique, et là, on va avoir les flux de migration liés au climat qui vont arriver aussi, quoi. Ils sont déjà là, d'ailleurs. D'accord. Comment s'est passé votre rencontre avec le groupe de citoyens au début et en cours de séance? Comme je disais, moi je suis arrivé un peu avec souvent quand on rencontre un groupe, c'est comme il y a un temps d'observation au début, quoi. Je pense que pour moi il a duré à peu près 2 rencontres pour me rendre compte des gens qui étaient autour de la table, comment chacun s'exprime, la place que chacun prend, après pouvoir être plus à l'aise, quoi. Et, donc au départ, il y a eu deux séances d'observation pour moi, d'acclimatation, de voir qui était autour de la table, comment chacun parlait. Il y avait un peu j'ai eu certaines remarques au début qui me montraient qu'il y avait une question de confiance envers nous, envers Ingrid et moi, sur le sujet, quoi, sur l'appréhension que la réflexion était bien menée, l'appréhension que tout soit figé déjà, qu'il n'y ait pas mot à dire. Après, il y avait une confusion sur ce qu'on appelle la ville ou pas. Donc, il y a eu au moins, je crois jusqu'à la 3e séance, quoi, où les gens se demandaient est-ce qu'on fait partie de la ville ou pas, des services de la ville. Et puis, au fur et à mesure, j'ai l'impression qu'on est maintenant connu et reconnu du groupe. Donc, et nous, moi, je me sens plus à l'aise avec le groupe pour pouvoir orienter un peu ces discussions quand il s'écarte du sujet, quoi, parce qu'il y a quand même des fortes personnalités autour de la table. C'est vrai que les sujets vont parfois prendre le large par rapport à la question de départ, quoi. Et à la fois, j'aime bien aussi les laisser partir ces discussions, parce que parfois elles nourrissent aussi bien la réflexion, quoi. Donc c'est toujours un savant dosage, quoi, de laisser aller et puis de recadrer, quoi. Mais il y a des périodes, il y a une séance où mais bon, on n'avance pas, et puis au final, si je regardais, ça avançait quand même.
Parce que j'ai aussi une autre question du coup. Est-ce que un des problèmes, une des limites, ce serait pas aussi le temps qu'on peut consacrer aux réunions? Parce que là, effectivement, on touche sur un sujet qui est celui des migrations, de l'accueil des personnes, qui est un sujet qui est complètement tentaculaire. Donc, du coup, quand on sort de la question, on reste toujours dans le sujet. Est-ce que ce serait pas, est-ce qu'il y aurait pas eu un moment, au moins l'envie, de faire des temps où on peut vraiment débattre in extenso, et alors que les réunions, généralement, c'est des réunions d'1 heure, 1 heure et demie. Et comment on gère ça aussi d'ailleurs? Oui, je disais que c'était une vraie question. Enfin, c'est une vraie question sur le temps à consacrer. Nous, on est parti. Au début, il y avait un peu cet élan du groupe de dire, bah voilà, nous rencontres avec nous, bah, c'était des rencontres vraiment de travail où on actait des choses et puis on décidait. Et puis entre, le groupe travaillait par lui-même ou prenait le temps de débattre. Concrètement, je pense que le groupe ne s'est pas vu très souvent entre les sessions. Il s'est vu au début, je pense. Et avec le temps, je pense que là, il se voit plus forcément entre les séances. Mm-hmm. Mais à la fois, il y a de l'action. Enfin, voilà, entre les séances, les dernières séances, voilà, certains sont allés au contact des migrants, ont administré les questionnaires. Enfin, voilà, et ça. Mais la place du débat, je pense, elle se fait dans nos rencontres, en fait. Dans nos rencontres. Et je pense que la régularité ou la fréquence des sessions fait qu'il y a quand même on se voit à peu près, le groupe se voit à peu près 1 fois par mois. Mm-hmm. Donc, à revenir sur toujours la même question, comment on fait pour améliorer l'accueil des migrants? Bon, je pense qu'au fur et à mesure, il y a quand même du débat, mais je pense que oui, c'est une vraie question sur le temps à consacrer, qui mériterait d'être un peu plus important, mais à la fois chacun fait en fonction de ses capacités, de ses possibilités, quoi. D'accord. La dernière rencontre, on a dû l'annuler. Voilà, il y avait qu'un participant ou 2 participants qui étaient là. On fait aussi en fonction, ça vient aussi, on s'adapte, quoi. C'est une question d'adaptation. S'adapter aux contraintes de chacun. D'accord. Tout à l'heure, tu parlais aussi il y a des fortes personnalités. J'ai un peu l'expérience. Enfin, pour être honnête, j'ai même participé à ce groupe-là. Et de mon expérience dans ce type de groupe qui est plus politisé, il y a souvent des personnes qui ont plus de facilité, plus d'habitude aussi de prendre la parole, voire même de monopoliser la parole. Comment est-ce qu'on peut aussi, est-ce qu'il y a des méthodes particulières et comment on fait pour gérer ce type de personnalité? Moi, j'utilise beaucoup l'humour ou le recadrage. Enfin voilà, au fur et à mesure, au fur et à mesure que je commence à connaître le groupe, je commence à connaître un peu la corde de chacun. Donc l'angle sur lequel je peux aller entre celui qui a besoin de concret, donc je peux aller l'interpeller sur le concret, on est plus sur le concret, ou sur celui qui a de l'humour et qui où je vais pouvoir. Moi, je trouve qu'il y a au fur et à mesure, il y a vraiment un respect mutuel qui se met dans ce groupe. En tout cas, moi, je le vis comme ça, entre eux et puis entre le groupe eux-mêmes, entre les membres eux-mêmes, et puis entre le groupe et moi. Mm-hmm. Et donc après, les méthodes après, moi j'utilise souvent les mêmes. Enfin, c'est soit recadrer au temps, dire le temps avance, tout le monde ne s'est pas exprimé, est-ce qu'on peut écouter chacun, voilà, et puis ou bien recadrer à l'objectif en disant on s'éloigne du sujet, est-ce qu'on peut revenir sur le sujet? Ou bien, ça peut être un recadrage à certaines règles de parole, ou tout ce qui touche plutôt au respect. Et ça, j'ai jamais eu de souci avec ce groupe-là, quoi. J'ai plutôt rappelé que le temps avance et que chacun ne s'est pas exprimé. Mm-hmm. D'accord, donc il y a une bonne part dans la méthode aussi de comprendre les personnes et de comprendre le groupe, en fait. Ouais, c'est sûr. Je pense que j'ai été moins efficace sur les premières
les premières rencontres que celles qui sont là maintenant. L'impression que c'est de connaître un peu plus et d'avoir levé toutes les ambiguïtés sur notre position, sur qui on était. On n'était pas de la ville, on était un tiers neutre. Un tiers neutre, voilà. Un tiers en tout cas. Neutre pas forcément, puisqu'on a aussi nos avis. Donc être neutre, je sais pas si c'est possible à un moment donné, mais en tout cas on n'a pas d'enjeu, quoi, si ce n'est que permettre au groupe d'arriver à faire émerger des préconisations, et puis voilà. Du coup, il y a eu plusieurs rencontres. Quelles sont les étapes que vous avez franchies dans la méthode pour avancer? Quelles sont les différentes étapes que vous avez déjà passées, et puis quelles sont celles qui restent à faire encore? Là, on a commencé par une phase d'appropriation du sujet. Donc s'approprier le sujet, ça s'est fait par questionner chacun autour de la saisine, savoir qu'est-ce qu'il attirait dans la saisine, qu'est-ce qu'il animait. Ensuite, on a poursuivi cette phase d'appropriation par la rencontre de personnes qui... On a rencontré la personne qui dirigeait à l'époque le lieu de la trêve. On a rencontré Élodie Sogic de la direction des solidarités à Strasbourg. On a rencontré les élus. Tout ça pour permettre au groupe de s'approprier le sujet et de comprendre les attentes. Ça nous a permis, la dernière rencontre avec les élus, de clarifier le périmètre. Donc de dire, on s'occupe de principalement de la question de l'accueil des hommes de 18 à 25 ans sur le territoire. Enfin ça nous a permis vraiment de poser le sujet, d'amener la précision en fait à la saisine qui était assez large et qui n'était pas forcément posée comme une question avec des enjeux. Donc là, ça nous a permis de le poser. Et puis ensuite, on est parti sur plutôt la phase d'action, c'est-à-dire créer un questionnaire, aller à la rencontre, puisque le groupe a assez vite fait le constat qu'il n'y avait pas de migrants au sein du groupe. Donc il y avait un enjeu d'aller à la rencontre de personnes qui étaient en situation de migration. Donc là, il y a eu émergence d'un questionnaire. Le groupe est allé voir une quinzaine de migrants pour les questionner. Ça nous a permis d'avoir une série de réponses et du matériel à traiter. Et là, on est dans la phase de faire émerger des préconisations, quoi. Donc là, il y a des préconisations qui ont émergé par rapport à des thématiques, la nourriture, le financier, le logement, toute une série d'axes qui semblaient importants pour le groupe. Et puis là maintenant, le groupe souhaite confronter ce début de préconisation à des associations qui sont en contact avec des migrants pour voir s'il y a quelque chose à rajouter ou à modifier. Et puis on va rentrer après dans la phase, ce qui reste à faire, c'est la phase purement de rédaction en vue de la présentation. Donc de valider les préconisations, la mise en page, les textes à mettre. Voilà ce qui reste à faire. D'accord. Quels sont les moyens dont vous avez bénéficié et quelles sont les limites que vous avez rencontrées aussi dans ce travail? Les moyens, c'est les moyens qui sont donnés par la réponse à l'appel d'offres, donc par la collectivité qui nous a octroyé une enveloppe budgétaire. Après, il y a tout ce que la direction de la participation citoyenne nous met en disposition, les salles. On a des points réguliers avec eux pour les points d'avancement, puisque c'est eux qui sont garants de la démarche. Donc on n'a pas besoin de gros moyens en fait. On n'a jamais besoin d'énormes moyens puisqu'on est sur
voilà, principalement sur du dialogue. Mhm. En tout cas, sur cette saisine, on n'a pas besoin d'énormément de moyens. Et puis après, si parfois, enfin, je sais que moi j'ai proposé dans la démarche de faire un poster par rencontre pour permettre de documenter chaque rencontre et de permettre à chaque personne qui vient à une rencontre de pouvoir relire la fiche de la rencontre précédente pour garder le cap. Typiquement, c'est difficile pour la collectivité de faire des impressions grand format assez rapidement. Donc ça, par exemple, j'ai pris le parti de le faire par moi-même en travaillant avec un centre un ESAT, quoi, qui embauche des travailleurs handicapés, quoi, avec qui je travaille beaucoup pour les impressions. D'accord. Donc après, voilà, c'est la seule chose, et encore, c'est assez minime, quoi. Ne sont pas limités en termes de moyens, en fait, pour la mission telle qu'elle est là, quoi. D'accord. Est-ce que vous avez un exemple d'un bon moment que vous voulez partager avec nos auditeurs, nos auditrices? Un bon moment, pour moi, le bon moment, ça a été la dernière rencontre. Ça a été vraiment chouette, parce que là, on était sur l'émergence des préconisations. Donc c'était une rencontre assez directe, efficace, où on est arrivé, il y avait le sentiment de réussite à la fin. Enfin, tout le monde partageait ce sentiment de, on est arrivé à quelque chose, et de poser la pierre de la prochaine étape en rencontrant les deux associations. Ça, c'était pour moi, c'était un chouette moment, parce que c'est le moment où on voit que tout le travail qui a été mené en amont, petit à petit, on arrive à formaliser un résultat. Il y a la satisfaction à la fois personnelle, mais à la fois de percevoir aussi la satisfaction du groupe. Donc ça, c'était un beau moment pour moi. D'accord. Un mot pour finir, pour conclure. Pour conclure, moi, l'effet que je m'attendais le moins, en fait, pour moi, c'était de réveiller mon envie de militer, en fait, pour ce type de sujet. En tout cas, de percevoir que c'était un sujet qui était important pour moi, la migration, quoi. Et donc, de voir que ça fourmille en ce moment d'idées de mon côté, des idées de créativité qui viennent, quoi. Et ça, je m'y attendais pas forcément. Et ça me met plutôt en joie, parce que c'est un sujet sur lequel j'ai envie de contribuer. D'accord. Bien, merci d'avoir voulu répondre à nos questions. Merci. Et puis, merci, Eric. Voilà une reprise de Maxime Le Forestier par Ayo, Né quelque part. Cette chanson nous parle aussi de nous, de là où nous vivons, du pays, du territoire qui nous a vu grandir. Un bébé est aussi un étranger qui arrive, un être qui ne connaît ni la langue, ni les règles, ni les coutumes, ni les traditions qui régissent les cultures qui le nourrissent. Là où on a grandi, là où on vit, parfois on a de la chance d'être citoyen ou citoyenne. Parfois ce n'est pas le cas. Soit que l'on ne nous donne pas ce pouvoir, soit que l'on ne s'en saisisse pas. En tout cas, c'est un citoyen que l'on va entendre tout de suite, François, et juste après lui, on entendra Aldebert qui va nous donner à entendre ce que c'est d'être citoyen, avec sa chanson « Aux âmes citoyens ». Alors, bonjour, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices ? Oui, alors, je suis un habitant de Strasbourg, engagé depuis de nombreuses années maintenant dans la participation citoyenne. J'ai participé au sommet citoyen qui a abouti à la construction du pacte pour la démocratie à Strasbourg. J'ai fait partie de plusieurs instances sous l'ancienne municipalité, le conseil de quartier de l'époque, le groupe de suivi du budget participatif. Parallèlement à ça, j'ai fait 5 ans de bénévolat au Resto
du Cœur. Maintenant, je fais du bénévolat à la CIMAD, qui accompagne les migrants dans leur demande de régularisation. Voilà, et je continue aussi à m'investir dans la participation citoyenne. Je suis membre de la commission je participe à des ateliers, enfin voilà. D'accord. Ouais, un engagement citoyen sous tous les aspects en fait. Voilà, c'est ça, un engagement citoyen. Je suis retraité, donc je peux consacrer du temps à ça. C'est pas forcément évident pour les gens qui sont en activité, mais moi je suis retraité et puis j'ai pas envie non plus de rester chez moi à glander. Donc voilà, je donne de mon temps pour les autres. D'accord. Alors tu t'es largement engagé dans la participation citoyenne à Strasbourg. Pour toi, c'est quoi la participation citoyenne et quelle forme elle a à Strasbourg? Alors pour moi, la participation citoyenne, en fait, c'est le volet démocratie participative qui est complémentaire à la démocratie à la représentative, c'est-à-dire aux élus pour lesquels on vote, ou du moins pour lesquels les gens votent de moins en moins. Donc pour moi, il faut que la participation citoyenne, c'est-à-dire l'engagement au quotidien des citoyens dans la gestion de leur ville, soit complémentaire à la démocratie représentative. Pour toi, une des formes principales de la participation citoyenne, c'est sur le territoire, c'est là où on habite en fait. Disons que la participation citoyenne, elle a vraiment du sens dans la proximité. Les gens s'engagent plus pour des sujets qui les touchent directement que pour des sujets qui peuvent leur paraître lointains. Mais ça n'exclut pas qu'il puisse exister une forme de participation citoyenne à des niveaux, à des échelles plus lointaines, quoi. D'accord. Mais sur des formes qu'il faut encore imaginer. Sur des formes qu'il faudrait imaginer en utilisant les outils de communication modernes, parce que les populations les plus jeunes, on va dire, sont pas trop pour un engagement dans la présence, et puis ça dépend aussi du niveau d'engagement. Il y a différents niveaux, il y a des gens qui veulent simplement donner leur avis, il y en a d'autres qui veulent participer à l'élaboration des politiques publiques, donc il faut pouvoir répondre à toutes ces attentes des citoyens, quel que soit leur niveau d'implication. D'accord. Et du coup, quelle forme ça prend à Strasbourg ? Alors à Strasbourg, ça avait pris la forme, il y a quelques années de ça, d'un sommet citoyen qui avait abouti à un pacte pour la démocratie à Strasbourg. C'était, on va dire, la belle époque où citoyens, agents et élus, les trois composantes, on va dire, de la politique locale, se mettaient autour d'une table et discutaient et élaboraient, on va dire, les politiques publiques. Aujourd'hui, ça a un peu changé. Aujourd'hui, c'est plus des réunions qui sont sous la direction des services et des élus, les citoyens étant consultés, mais voilà, c'est des réunions de consultation, c'est des commissions, c'est des ateliers de participation à l'élaboration de certains outils. Ça prend de différentes formes, mais c'est souvent ce qui est commun à toutes ces formes, c'est la nécessité de donner de son temps et d'être présent. D'accord. Alors, comment tu en es venu à t'engager dans le CVIC ? Eh ben, je me suis engagé au CVIC parce que parallèlement à cet engagement citoyen, je fais du bénévolat à la CIMAD, donc je côtoie les personnes d'origines étrangères dans leur démarche, et pour moi c'est les questions qui sont portées par le CVIC, la question on reviendra dessus tout à l'heure, de la saisine, c'est comment améliorer l'accueil des étrangers, mais aussi ça va jusque militer pour le droit de vote des étrangers dans les élections locales. Pour moi, ce sont des questions qui sont importantes. C'est les questions du vivre ensemble. C'est les questions qui font société aujourd'hui, au même titre que l'écologie ou la démocratie. Voilà. D'accord. Ouais, donc du coup, c'est un engagement global dans le CVIC et aussi dans ce groupe de saisine, quoi. Absolument, absolument.
Et donc du coup, pourquoi dans ce groupe et quelle est la place que tu as eue dans ce groupe? Alors pourquoi le groupe Césine? Bon, parallèlement, ça, je suis aussi dans le groupe Culture et dans le groupe Communication, mais pourquoi le groupe Césine? Eh ben parce que la maire de Strasbourg a saisi le CVIC sur une question qui est de comment est-ce qu'on peut améliorer l'accueil des personnes étrangères qui arrivent à Strasbourg, de l'accueil jusqu'à l'intégration. Donc c'est une question à mon avis qui aujourd'hui est fondamentale. On voit très bien comment l'État d'un côté et les collectivités locales d'un autre se font face à face et laissent un petit peu les personnes migrantes dans des situations de précarité extrême. Donc je pense que aider la collectivité à faire les bons choix en matière d'accueil, c'était quelque chose de fondamental. D'accord. Du coup, quelle a été ta place dans le groupe? Et ton rôle? Ma place, elle est avec les autres. Elle est de faire du mieux que je peux pour répondre à cette saisine et pour répondre à la question qui nous est posée. Ok. J'ai une autre question. Tiens, est-ce que est-ce que dans ce groupe représentatif qui essaie de donner la parole aux étrangers, est-ce qu'il y a beaucoup d'étrangers? Alors c'est un peu le problème, effectivement. Mais c'est le problème d'une manière générale de la participation citoyenne. C'est comment toucher nos concitoyens et notamment là dans ce groupe qui traite de questions de la place des étrangers. Comment faire une bonne place et comment est-ce que les étrangers peuvent s'impliquer dans ce groupe. C'est vrai que là, pour l'instant, il y a quelques étrangers, mais pas les populations qui sont en situation de précarité. C'est plus des étrangers qui sont déjà bien intégrés. Donc il faut qu'on élargisse. Il faut qu'on élargisse les membres de ce groupe. Et on a prévu de toute façon de faire des interventions, notamment dans les différents quartiers, par l'intermédiaire des centres socioculturels. Nous avons prévu de faire des interventions dans les quartiers, dans les centres socioculturels, de façon à aller au plus près de ces populations étrangères. Et il y a ce qui est de plus en plus de personnes étrangères au sein du groupe Césine du CVIC ou du CVIC d'une manière générale. D'accord. Dans ce groupe de travail, est-ce qu'il y a déjà des idées, des solutions qui sont esquissées ou c'est un travail en cours encore? Alors le travail est encore en cours. Là, après avoir fait un certain nombre d'interviews de personnes, notamment en prenant appui sur les structures d'accompagnement existantes, notamment les Restos du Cœur, on a recueilli un petit peu, je dis parce que on n'a pas eu beaucoup d'interviews, mais enfin bon, on a recueilli la parole des personnes concernées. Là, maintenant, dans un deuxième temps, on a prévu d'échanger avec des bénévoles de structures d'accompagnement, de façon à avoir le point de vue aussi des bénévoles et de ces structures. Mais il y a déjà des premiers éléments qui en ressortent, notamment le fait que les gens, quand ils arrivent, sont souvent totalement démunis. Donc on a pensé éventuellement à mettre en place, à demander à la ville qu'elle mette en place un point d'accueil unique où les gens peuvent, en arrivant, puissent se renseigner sur ce qui existe, sur les démarches à entreprendre, auprès de qui s'adresser pour entreprendre ces démarches, où trouver où se loger, où trouver pour s'alimenter, etc. D'accord. Tout à l'heure, on a un peu parlé d'avoir plus de personnes qui s'investissent dans ce groupe. Alors comment est-ce qu'on peut donner envie à nos concitoyens et nos concitoyennes pour s'engager dans la participation citoyenne au CVIC ou même dans d'autres organes de participation citoyenne ou même juste dans ce groupe de saisine? Alors,
C'est simple, hein. En fait, il suffit de regarder ce qui se passe aujourd'hui. L'actualité nous le montre tous les jours. C'est que si les citoyens ne s'impliquent pas et laissent le champ libre à d'autres personnes qui, elles, sont plus manipulées et qui, voilà, il faut s'impliquer. Qu'est-ce qui donne raison pour s'impliquer? C'est qu'on ne faut pas laisser notre destin aux mains d'autres personnes. Il faut contribuer à notre avenir, et contribuer à notre avenir ne peut se faire qu'en s'impliquant, en donnant son temps. Voilà. Alors bon, on donne le temps qu'on peut. Il y a des gens qui donnent du temps dans des actions de bénévolat pour venir en aide à nos concitoyens. La participation citoyenne, ça fait partie aussi des actes civiques que tout un chacun doit mener pour le bien de la collectivité. Ça, un peu l'idée, c'est un peu de sortir du silence face au bruit des bottes. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça, ouais, c'est ça, le bruit des bottes qui se fait de plus en plus prégnant. Hein. Bon. D'accord. Alors, quel message est-ce que tu voudrais faire passer à celles et ceux qui nous écoutent? Je suis pas un homme politique, je vais pas forcément rejoindre. Justement, un message citoyen plutôt. Mon message, ça serait ça. Rejoignez-nous. En plus, l'exemple, le meilleur souvenir que j'ai de maintenant, on va dire, de plus de 10 ans dans la participation citoyenne, c'est le sommet citoyen, c'est ces relations que nous avions instaurées et qui continuent à exister entre les agents, les élus, les citoyens. C'est cette fraternité qui fait société. Donc, et ça ne peut exister que si vous rejoignez notre dynamique. Donc, rejoignez-nous. D'accord. Alors, une petite anecdote à partager pour terminer. Je suis pas un homme à anecdote. Je suis un homme à action et à non, désolé, il n'y a pas d'anecdote. Ok, d'accord. Eh bien, je te remercie pour ce temps que tu nous as consacré. Oh, 13h15 le dimanche, un instant caresse, un moment RBS. Voilà, je reprends le micro. Le micro est repris de Eric du CVIC par Eric de la Caresse. Et je vais, comme notre émission touche bientôt à sa fin, je vais vous faire un petit agenda culturel de ce qu'on peut voir encore ce week-end et cette semaine encore à Strasbourg. Alors, ce week-end encore, c'est aujourd'hui jusque 19h. À la 21 rue Déserte, au garage du Grafalgar, c'est un moment sauvage. Alors c'est sauvage, c'est un marché aux plantes et de créateurs locaux, c'est une vente de plantes d'intérieur, après attractif, et des artistes, et des planteurs, et des pousseurs de plantes. L'entrée est libre pour tout le monde. Il y a aussi à la COP, aujourd'hui, un vide dressing d'automne. Alors à la COP, c'est de 13h à 19h, c'est une brocante et un vide dressing. Organisé par les ateliers éclairés aux 4 rues de la coopérative, et pareil, l'entrée est une entrée libre. Alors mardi de 19h à 22h au comptoir de Gênes, 42 rue de Zurich, c'est le bar où de mémoire il y a 2 têtes de rhinocéros qui se font face. Alors il y a un événement de l'association Make Friends Event et Blabla Language Exchange. Je suis très très bon dans les langues étrangères, comme vous pouvez l'entendre. Pareil, l'entrée est libre, je pense, à condition de consommer. Ensuite, le samedi 4 novembre, c'est-à-dire samedi prochain, de 10h à midi, à l'Opéra de Strasbourg, il y a des visites guidées. Alors, des visites guidées par les membres de l'équipe de l'Opéra de Strasbourg qui vous invitent à visiter ce bâtiment de la salle aux coulisses. Alors l'opéra et les places Broglie et le tarif d'entrée c'est entre 5 et 10 euros. Ensuite, il y a encore la Ligue des droits de l'homme de Strasbourg et l'association Viaduc qui donnent des conseils juridiques à toutes les personnes qui en ont besoin et des conseils juridiques gratuits.
qui organise une table ronde et un café débat autour de la question vers une autre justice. C'est le jeudi 16 novembre à la salle Léon XIII, c'est au FEC à Strasbourg, place Saint-Étienne. Et cette question mène aussi à la question pose aussi la question de la nécessité de l'emprisonnement ou pas pour les personnes qui font face à la justice. Ensuite, le 3 novembre, il y a une déambulation place Kléber à 18h. Et c'est une déambulation sur les pas de la Révolution, organisée par la librairie Café de la Tache Noire. C'est ouvert à toutes les personnes qui seront là. Et quand on parle de révolution, oui, Strasbourg a connu une révolution qu'on pourrait appeler rouge. En novembre 1918, quand les soldats sont revenus des fronts soit français, soit allemands, parce qu'en Alsace, je rappelle qu'il y a des soldats qui sont partis dans les deux camps. Mais il y a eu une révolution communiste en 1918 avec des conseils d'ouvriers. Le mot conseil en russe, ça veut dire soviet, ça se dit soviet, il faut rappeler. Donc il y a eu des soviets d'ouvriers et de soldats à Strasbourg, et la déambulation est présentée par Jean-Claude Richez, un historien, à qui nous avons déjà donné la parole pour nous parler justement de cette période de révolution qui n'a pas eu lieu qu'à Strasbourg, mais dans toute l'Alsace et dans toute l'Alsace-Moselle, qui était entre le moment où les Allemands sont partis et où les Français sont arrivés. Il y a eu 2 semaines de révolution, de conseils, et pas mal de choses en ont émergé. Il y a même un homme politique strasbourgeois connu qui en a émergé, qui a pu faire des propositions, mais j'ai un trou de mémoire, je ne me rappelle plus de son nom. Bon, après, quand il a été élu, Strasbourg a été, pour l'histoire et pour toujours, la première ville française à avoir un maire communiste. Voilà, c'était Jacques Perrotte. Voilà, merci de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche, de 13h à 15h, pour les rendez-vous du monde de la caresse.